que les ans en sont la cause, je suis sourd. Moi aussi. Bon, mais en plus j'ai perdu un des appareils. Donc je vous demande, quand vous parlez, de parler un à la fois, parce que sinon c'est la soupe intégrale, et de parler à haute et intelligible voix. Merci. Intelligible. Oui, dans la mesure du possible. Selon vos possibilités. J'espère que les lignes là marqueront l'accroissement de votre enthousiasme. Bon. Ça va fort. Oui, c'est un peu démagogue. Je tiens à vous dire que je ne me prends pas pour plus malin que vous. La preuve en est que le mois passé, Patrice m'a demandé d'identifier un timbre, enfin plus exactement le souverain qui était dessus. Et je me suis trompé de 4 siècles. J'ai dit que c'était Édouard VI, or Édouard VI est le fils de Henri VIII, qui a régné pendant quelques années, il est mort à 15 ans. Soit la tuberculose, soit empoisonné, je n'y étais pas. Mais donc, le souverain en question, c'était Édouard VII. Ce n'est qu'un chiffre. Ce n'est qu'un chiffre, oui. Bon. Enfin, le prénom était juste. C'était déjà ça. Bon, on peut y aller. Café Nicolas Pietquin, 1176 du COB, pour avoir l'honneur de figurer sur ce timbre. Comme vous voyez, c'est un ecclésiastique. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai effacé l'autre pour. Un peu d'être curé. J'ai effacé Oui. son compère. C'est un jésuite. C'est un Parle jésuite. plus haut. C'est un jésuite. Non, c'est un séculier. La confession? La confession? Parce qu'il a fait, parce qu'on fait les gens, on lui a dit, non. Il a fondé une école. Et non. Non. Peut-être que oui, mais c'est pas pour ça, non. Il est saint. Ou bien Non. heureux. Et ni saint ni bienheureux. C'est un pédagogue. C'est un pédagogue. Non, un curé de paroisse. Il a écrit quelque chose. Ce sermon. Vous bouchez un trou? Vous bouchez un trou à la poste? Non, il y a un monument dans son village à sa mémoire. À la fois. De la résistance pendant la guerre. On peut dire que c'est de la résistance, mais c'est pas pendant la guerre, ou pas spécialement pendant la guerre. Un orphelinat. Non. Il a résisté à quelque chose. Il a résisté à quelque chose. Oui, il a résisté à quelque chose. À l'étranger. À l'étranger ou en Belgique? Alors, en Belgique, En Belgique. Oui, sinon il serait pas sur le terme. Non, mais c'est Pietquin, c'est quand même un nom de Paris ici, et c'est la Belgique qui lui a dédié un timbre. On peut faire une date? Il est mort en 27. Il aura 100 ans l'an prochain. Donc on reverra sur Internet. C'est lui qui a, qui a fondé l'enseignement libre. Non, c'était avant. C'était avant. Bien avant, oui. Non, mais la scission, la séparation, ça pourrait résister. Il a sauvé beaucoup de personnes? Non. Il était catholique. Bah, oui. Non, mais il pourrait être protestant. Alors là, je proteste. Les protestants, mais pas avec ces chapeaux-là. C'est un scientifique? Non. Non. C'est un curé de village. Il pourrait, oui. Il a inventé quelque chose. Non. Pour tout vous dire, il était curé à Zourbrod. C'est la Belgique, c'est ça. Ils font de la bière là-bas. Ils font de la bière là-bas. Où est-ce qu'on n'en fait pas?
Il y a combien de centaines de brasseries en Belgique? Il y a sûrement au moins une brasserie à Zurbrot. Zurbrot, maintenant, c'est commune de Wem. Weissmes en allemand. Oui. Il a écrit un dictionnaire? Non. Non plus. Il a résisté. Non, que je sache, il n'a écrit que c'est ça. Il a résisté, mais. Il a empêché la guerre de 40-45. Il a empêché la guerre de 40-45. Il n'est pas dans 27. Hein. Oui, mais bon, il a essayé. Bon. Bon, je crois que. On trouve pas. Le chancelier Otto von Bismarck, lors du Kulturkampf, autrement dit le combat pour la culture, avait interdit l'usage du français dans les sermons. Dans son esprit, c'était surtout pour l'Alsace et le morceau de la Lorraine emporté, autrement dit la Moselle. Mais ça concernait aussi quelques communes des cantons de l'Est, enfin de ce que nous appelons les cantons de l'Est, Malmedy, Ligneuville, Wem. Bon. Le curé Nicolas Pietkin, non, il est mort en 21. Je lui ai rajouté 6 ans. Dans sa paroisse de Zurbrot, quand on a l'interdit en prêchant en wallon, puisque le français était défendu, et qu'on avait oublié de préciser que le wallon c'était aussi méchant, mais il le faisait aussi en allemand, ses paroissiens étant des deux communautés. D'où le mouvement wallon l'a récompensé d'un monument à Zurbrot et quelques années après d'un timbre. Oui. Pourquoi est-il arrivé plusieurs fois qu'un même courrier, j'entends par là le facteur qui se promène avec le courrier, soit dévalisé 2 jours de suite en Grande-Bretagne? Pour un billet de loterie. Pour un billet de loterie. C'est presque ça. Les pensions. Non. Non, pourquoi? Presque un billet de loterie. C'est fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Il n'y a pas de pension. Il n'y avait pas encore le loto. Mais il y avait déjà des Mais loteries. il y avait déjà des tombolas et loteries, ça c'est vrai. Parce qu'il n'a pas eu de Pour les plus anciens, je l'ai déjà raconté dans une de mes conférences, mais c'était il y a longtemps. Il y a déjà. Je m'en souvenais pas non plus. C'est le jour où il a porté Je m'en les liens. souvenais pas non plus. Il y avait de l'argent dans le. Ça a un rapport avec l'argent, oui. Oui, vous C'est l'avez le jour où il a porté les liens. de la loterie. Oui, mais pourquoi 2 jours de suite? Ah oui, c'est vrai. Il faut oublier. Le même facteur, si je puis dire, se faisait attaquer 2 jours de suite. Parce que le gain a été envoyé en 2 fois. Un jour Oui. avant le tirage, un jour après le tirage. Je donne la réponse si tu veux bien. Vu le montant de la somme. C'est la poste britannique elle-même qui conseille d'envoyer en 2 fois les billets de banque ou billets à ordre, préalablement découpés. Et ils donnaient eux-mêmes un modèle. Aussi les malfaiteurs, les highwaymen, cherchaient à récupérer les 2 morceaux. Un morceau ne servait à rien, il fallait avoir les 2. Puisqu'ils voyageaient l'un derrière l'autre, il fallait bien attaquer 2 fois. Ah, mais oui, c'est la poste elle-même qui donnait le modèle. Parce que si on l'avait coupé verticalement au milieu, Trop facile. c'est plus facile. Si c'est coupé de façon irrégulière, oui. Quelle place peu enviable John Barrett ou Barnett occupe-t-il dans l'histoire postale du Royaume-Uni? 19e siècle.
Ça a un rapport avec le métro de Londres? Avec Ça a un rapport avec le métro? Non. Il n'est pas passé sous le métro. Un peu en Non, vient, non, il mais, n'est pas écrasé par le métro. Non. Il a Non, attaqué- Il n'y avait pas encore de métro. C'était pas le conducteur du premier train de la poste souterraine Non. de Londres. Non. Voilà. Pourquoi il a eu un accident, celui-là? Parce que peu enviable, c'est qu'il lui est arrivé malheur, ou en tout cas de gros ennuis. D'accord. Il a fait un vol. Il a fait un vol. Il a fait un vol. Il a attaqué une malposte. C'est possible. Je sais qu'il a commis un vol, mais je ne connais pas les circonstances. Je connais seulement les conséquences. Il a été pendu. Oui, Ah. mais encore, Par les pieds. c'était pas tellement la coutume. Il est le dernier à avoir été pendu pour vol de courrier. Le dernier. Oui, c'est quelle place il occupait. Oui, c'est ça. C'est le dernier de la série. Le dernier. Non. Après, on ne dépendait pas. En 1838. Après, la peine maximale fut la déportation outre-mer à vie. C'est dommage que Donc, un qui volait du courrier se retrouvait en Australie, même si, bon, c'était maximal à vie, même si on ne condamnait qu'à 7 ans, qui est la peine minimum pour un voleur. Au bout de 7 ans, on lui dit au revoir monsieur, et débrouillez-vous pour rentrer chez vous. Autrement dit, il devenait un colon. Il était impossible, parce que pendant les 7 ans, il n'avait rien pu économiser, il était impossible qu'il paye le billet de retour. Il a dû voler beaucoup de lettres. Hmm? Il a dû voler beaucoup de lettres pour être pendu. Ben, il en suffit d'une, il s'est pas attrapé, quoi. Il s'est fait choper. L'histoire ne dit pas combien de lettres ni à qui elles étaient adressées. Il y en avait peut-être adressé à quelqu'un d'important, mais l'histoire ne le précise pas. Mais il est agent des postes? Non. Oui, Ah oui. c'est le dernier postier à avoir été Ah, c'est le pendu. postier qui choisit les lettres. Oui, parce qu'il avait accès. Oui, oui. S'il cherchait les deux morceaux, il pouvait dire, hein, tiens, sauf que c'est bien souvent les deux mêmes. François-Michel Letellier cumula une série de postes très lucratifs en France. Secrétaire d'État à la guerre, avec son père, Michel Letellier. Surintendant des postes, c'est pour ça qu'il a un timbre avec sa binette. Ministre d'État, surintendant des bâtiments. Tout ça ensemble, hein, pas l'un après l'autre. Il faut être sérieux quand même. Selon les critères du Nuremberg et de la Cour pénale internationale, c'est un criminel de guerre. Pratique de la terre brûlée lors de la deuxième destruction du Palatinat en 1689, ça vous situe l'époque, Louis XIV, qui lui-même est poursuivi aussi par Nuremberg et la CPI comme complice et auteur de crimes contre l'humanité. Il est connu sous son titre beaucoup plus que sous son patronyme. Qui est-ce? Donc un monsieur qui a été notamment ministre des Postes sous Louis XIV. C'est François-Michel Letellier, marquis de... Et j'aimerais bien la suite. Ah, D'Artagnan. Non. Non, Fouquet. Non, en Non. 1689. Fouquet n'était pas ministre. Marquis de Sade. De Carados. Chacun ses défauts. C'est un des, entre guillemets, grands ministres de Louis XIV. Il n'y en a pas 36, c'est des députés. Non, pas Louis XIV. Non. Mazarin. Colbert. Non, ce n'est pas Colbert. Colbert, que je sache, était honnête. Fouquet. Fouquet. Non, il n'était pas ministre. Et il n'était pas honnête. Et à cette époque-là, il était mort, oui. Louis XIV. La place. Non. Il a d'abord eu, La police. dans ses attributions, puisque ministre de la guerre, il a réussi à obtenir la poste aux armées.
Et puisqu'il avait la poste aux armées, pourquoi pas aussi celle des civils? Et donc c'est un marquis. C'est un marquis. C'est un marquis, mais enfin, il y en avait des tombereaux. Hein. Il n'est pas connu sous le nom de marquis de. Oui. Joinville. Quand on parle de lui, on dit quasi toujours juste son titre, ne précise pas marquis de, et encore moins François Le Tellier, marquis de. Bon, allez. Louvois. Non. C'est là qu'on veut. Le Bautin, hein. Bon, Hitler, on est plus. Oui, mais À partir avant cette connotation. Je suppose que je me ferais lapider si je sortais ça en France. Oh, il existait. Oui, mais dire en plus que Louis XIV est dans la même charrette, Louis le Grand, hein, ce serait mal vu. Enfin, c'est devenu une république. Hein. Oui. Il y a un an à peu près, il y avait un groupe, là près du radiateur, qui examinait un lot de cartes récépissées et la question a été posée et tout le monde est resté le bec dans l'eau. Depuis lors, j'ai trouvé la réponse. En quelle année la taxe fiscale a-t-elle été supprimée sur les cartes récépissées belges? Je ne demande pas le jour, le mois, l'année me suffit. Déjà l'année, je serais content. C'était à lundi. C'était à lundi. Et il pleuvait. C'était à lundi. Et il pleuvait. Et il pleut. Allez, ceux qui ont eu des cartes récépissées entre les mains, en sachant ce que c'était. 60. J'ai dû chercher aussi, c'est parce que. Ben oui, puisque Oui, 60. tu étais à cette discussion, Ouais, Daniel y était, les autres je ne saurais plus. Oui, je crois que Vous c'est moi étiez qui 5-6. présenté la carte et je lui demandais à pourquoi il y avait cet arbre. c'était avec Marie. Ouais. Non, parce que 60. Plus 1960. ancien. Pardon, plus ancien. 47. Hmm 47. 47. Allez, bon, voilà. Une comète. C'était le 1er septembre. Premier rapport. Non, tu t'es trompé. T'as tapé dedans ou tu savais? Non, plus ou moins par rapport au Baudouin, les Streux, etc. C'est très bien. C'est non, à la question royale, en fait. J'ai pensé à la question royale. C'est sur le timbre exportation. 47, c'est le timbre Oui. exportation. En Allemagne, quel document avait droit au tarif imprimé alors qu'il comportait des inscriptions revêtant le caractère d'une correspondance individuelle et spéciale pour le destinataire? Document, des cartes, pas des enveloppes. Quand ça adresse à la Donc, cour. une carte pour voyager au tarif imprimé, il faut qu'il n'y ait aucune mention Ouais, rajoutée. Or, sur ce genre de document, il y a plein de mentions qu'on rajoute. Et ça passe. Un questionnaire? Hmm? C'est un questionnaire? Non, Publicitaire. non, Une annonce télégraphique, la réception d'un télégramme. non, non, ça n'a rien à voir avec un télégramme. Un courrier adressé à la cour. C'est la nature, non, c'est la nature de l'envoi. Ben, C'est pas à qui, adressé ce au- n'est pas à qui on l'adresse. À faire part? Non. Les faire-part, généralement, sont imprimés, hein, ils ne sont pas rédigés à la main. Oui? Des invitations. Non. Les- Non, parce que de nouveau, une invitation, le texte est imprimé. Les cartes du Père Noël. Non. Non. C'est- Une carte de vœux. Ouais. C'est quelque chose de plus spécial, mais
courant quand même, hein, ce n'est pas une chose qu'on rencontre une fois tous les 6 ans. Ils ont des bières. Et il faut qu'il y ait une mention sur la carte rappelant que c'est bien ce genre de choses. Quand c'est des parties de jeux d'échecs, là, des parties de jeux d'échecs ou... Non, 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 La colombophilie, non plus. Oui, Les demandes d'adresse non plus. non plus. Changement d'adresse. Oui, changement d'adresse. Ouais. Changement d'adresse. En Belgique, oui, mais les Allemands n'en avaient pas. En tout cas, Oui, mais À l'époque. pas sous cette forme. Une vérification d'adresse non plus. Non, un extrait d'acte de naissance, non plus. Oui, Certificat de bonne vie et mœurs. Ça s'adressait à une profession en particulier. Des documents médicaux, des certificats médicaux. À découvert, Oui, non, pas sur une carte postale. Toutes des reprises de travail. les bons pour un mariage, non. Les commandes de librairie. Forcément, on écrit les titres et les auteurs, etc. Et en allemand, Bücherzettel, commande de livres. Et les prix courants, et c'est une autre catégorie, un commerçant envoie à un client ou à plusieurs clients une carte en partie imprimée et puis il précise, mettons qu'ils vendent du fromage, et dame autant, gouda autant, et là il le met à la main parce que ça change. Ouais. Quelle est la capitale actuelle de la Côte d'Ivoire? C'était Abidjan jusqu'en 83. C'est pas Cotonou. Absolument. Non, C'est pas Yamoussoukro, c'est Yamoussoukro. Ouais. Qui était le village natal de Félix Houphouët-Boigny. Il y a d'autres capitales qui ont déménagé, mais pour des raisons un peu plus valables. Elles étaient au bord, vraiment à la frontière pour les amis. Par exemple, Rio a cédé la place à Brasilia, qui se trouve nettement plus à l'intérieur des terres. Donc, plus accessible pour tout le monde. Et dans le cas de Brasilia, pour calmer la rivalité entre São Paulo et Rio. Oui, en Belgique, comment devait signer un membre d'un ordre religieux lorsqu'il recevait un envoi recommandé? Oui, c'est pas une fois comme ça. Comment je vais signer? Sœur Adélaïde du divin prépuce, comment est-ce qu'elle signait? Son nom de jeune fille. Son nom de jeune fille. Son nom officiel. Il y a de ça. son nom de baptême, son nom de baptême, Non. Oui. L'abréviation de l'ordre, par exemple, Non. SG, pour les jésuites, Non. non? recommandé. Oui. Tu dois signer. Dans le temps où les facteurs avaient du temps à consacrer à la clientèle, il fallait signer pour obtenir un recommandé. D'où le facteur sonnait à la sœur Tourière venait ouvrir la porte. C'est pourquoi recommandé pour sœur Adélaïde du Saint-Prépuce. Je vais la chercher. Vous voulez bien signer, ma révérende mère? Bon. Qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là? Quel nom mettait-elle? Elle mettait-elle? Elle va aller à Jésus. Parlez plus fort, hein?
C'est pas moi qui les ai inventés. C'est le même nom pour tout le monde? Pour toutes La même obligation pour tous les religieux et religieuses qui avaient un nom en religion. Oui, d'accord. Un jésuite ne changeait pas de nom, donc ça ne les concernait pas. Mais c'est le même nom pour toutes les religieuses qui avaient un nom en religion, le même nom? Non, la même obligation. Oui, d'accord, ok. C'est pas le même nom. Non, Ça pourrait, hein? Jésus. Donc, Loué sans Jésus-Christ. Oui, ou... chacun avait son matronyme alors. Ah oui, attends. Oui. Ce- Selon les ordres, il y a des ordres où on change de prénom. Les frères des écoles chrétiennes en province francophone belge avaient, je ne sais pas si c'est toujours le cas ou s'il y en a encore, mais un prénom commençant par M. Alors, Michel, Marcel, Maurice, ça va, mais après ça, il y en avait des gratinés. Dans d'autres ordres, ça semblait plus libre comme choix. Vous ne connaissez aucun ecclésiastique de près. Non. Oui. Il signe oralement. Il devait signer de son nom d'état civil et de son nom en religion si ce dernier se trouvait sur l'adresse. Si la carte ou la lettre est adressée au révérend père machin truc, il fallait qu'il signe machin truc et son véritable nom. Par exemple, l'ancien supérieur du monastère de Maretsu, le bienheureux Columba Marmion, aurait dû signer, s'il avait été dans le cas, Joseph Aloysius Marmion, qui est son vrai nom, et Columba Marmion. Donc, ceux qui avaient un pseudonyme devaient signer 2 fois. Pour autant que ce soit le pseudonyme qui se trouvait sur l'adresse. Oh, c'est compliqué. Je crois que les Si facteurs- c'était simple, je ne te le demanderais pas. Non, mais je crois que les facteurs ne devaient pas s'y retrouver chaque fois. Il s'appelle les Mais je suppose que la sœur tourière ou le frère qui venait ouvrir la porte connaissait le règlement. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, comment les Britanniques pouvaient-ils légalement échapper au monopole des postes pour envoyer une lettre? En l'envoyant hors Royaume-Uni? Oui, mais tu te trouves à Birmingham et tu veux envoyer une lettre à Londres. Si tu dois aller en France pour le faire, c'est un peu compliqué. Oui, c'est deuxième moitié du 19e siècle. J'avais pensé à des plateformes pétrolières ou des machins comme ça, mais ça c'est plus récent. Donc c'est un moyen légal et un peu bizarre, mais pas aussi extravagant que de devoir s'expatrier. Et donc, là il mettait aussi, pas- je crois l'avoir déjà raconté. Et donc ils ne mettaient pas un timbre britannique sur leur envoi? Si. Oui. Mais pas des postes. Est-ce que ça valait pour tous les Britanniques? cette Oui. possibilité Oui, Tous ceux qui voulaient utiliser ce système-là. Oui. oui. Aussi bien l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles ou l'Angleterre. C'est pas une question de noblesse, pas non. Non. C'est tout le monde pour échapper au monopole des postes. Les nobles ou les députés avaient la franchise jusqu'en 1840, mais c'était encadré, c'était telle quantité par jour, telle quantité par période de session, uniquement pendant les sessions, etc. Non, ici c'est toute l'année, et c'est la deuxième moitié. Donc, bon, si les timbres existent, et il n'y a plus de franchise. Hein. Même Victoria avait renoncé à la franchise postale. C'est le successeur qui l'a rétabli. Les timbres fiscaux? Non, Lui, c'est celui qui fait. Quel type de ce ne sont pas des timbres postes, ce ne sont pas des timbres fiscaux. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Des timbres télégraphe, Non. des timbres téléphone,
Des timbres téléphone. Non. Je pourrais encore y avoir comme sorte de timbre. Des timbres taxes. Non, pas Non. possible, ben non. Ça, c'est pas le public quand même. Le terme de chemin de fer. Oui, Ah, mais encore. Britannique. Je ne demande pas le tarif, je demande comment il faisait. Mais il fallait le poster dans une gare, dans un train. Oui, ça, on ne vient pas la chercher à domicile. Il fallait l'entourer d'un carré de ficelle et on l'envoyait comme colis postal. Alors, on le déposait à la gare et ça partait comme colis postal. Et dans certains cas, c'était même plus rapide Oui, avec le train. et c'était moins cher. C'est le cas aujourd'hui avec les colis, hein. C'est moins cher et c'est plus rapide que la nouvelle. C'est plus rapide, ça c'est sûr. Voilà, donc en l'envoyant par chemin de fer, il entourait d'une grande ficelle, il expliquait sous le régime des colis, munis de timbres pour colis, moins cher et parfois plus rapide. Du 30 mai 1879 au 30 avril 1909, comment accepte-t-on en Belgique les cartes postales non affranchies ou portant des timbres nuls, démonétisés ou des coupes d'entier? Donc, comment accepte-t-on? Quel était le mode de calcul? Ah, c'est ça. Ce n'était pas 2 fois l'insuffisance. Non. c'est trop facile. Ça aurait été trop ça. Bah, disons 3 fois. La pendaison. Et à supposer qu'en tapant dans le tas, vous tapiez juste, je demanderai en plus pourquoi. La majorité d'entre vous, pour ne pas dire tous, c'est la Belgique que vous collectionnez. Je dis, la majorité, il y a des exceptions. Mais déjà, on ne connaissait pas leur origine. S'il te plaît. On ne connaissait pas l'origine de la carte postale. Non, Parce que. c'est... Oui, mais il y avait des distances. Non. En 1879, il n'y a plus de distance, c'était Ok. à l'intérieur de Standard-Long, c'était le même prix que de Wavre à Autigny. Et c'était une vraie taxation. Ah oui, Donc absolument. c'était une taxation comme on l'entend aujourd'hui encore. Parce que c'était pas franchi ou parce que les timbres ne comptaient pas. Soit ils étaient démonétisés, soit une découpe d'entier. Les découpes ne sont autorisées que depuis 1933. On obligeait le destinataire à acheter une carte postale vierge en plus. Non, ça pouvait valoir pour une carte qui n'était pas carte postale. Si tu envoies, bon, en 1879, il n'y en avait guère, mais en 1909, il y avait des cartes postales, cartes illustrées, Oui, c'est ça, des fabrications ou des particulières. cartes de vœux. Bon, donc, ça valait, quel que soit l'aspect. On les considérait comme des lettres. Et on les taxait au double. Et comme une lettre, c'était 2 fois le prix de la carte, c'était donc calculé à 4 fois le manquant. Ça passait au tarif net. Et à partir de 1909, ce ne sera plus que le double du manquant, c'est-à-dire 2 fois le tarif de la carte.
Quelles restrictions existaient dans l'emploi de volet-réponse d'une carte avec réponse payée valide en service international? Dans certains cas, ça marchait, dans d'autres, pas permis. On ne pouvait pas rajouter un timbre du pays Non. pour compléter. La carte avec réponse payée est considérée, depuis les décisions de l'UPU, valable pour le retour ou Oui, mais si le tarif change. peu importe, puisque c'est un accord entre de l'UPU. Donc, la Bolivie envoie une carte au Monténégro. Bon, ben, le Monténégro peut l'utiliser. Ce n'est pas tout à fait les mêmes unités monétaires. Oui? Deux adresses différentes? Non, pas vraiment. De pays différents. De pays différents. Qu'entends-tu par là? C'est une carte internationale. Oui, mais d'envoyer la carte en Allemagne et que le retour vienne d'Autriche, par exemple. Exactement. On ne peut la renvoyer que vers le pays d'origine. Donc, vous avez une carte belge qui part en France, même s'il correspond à un parti en Allemagne, vous ne pouvez pas utiliser le volet réponse pour l'envoyer en Allemagne. Vous pouvez l'envoyer que vers la Belgique ou la garder. Quelles restrictions existaient dans l'emploi? Ah oui, qu'est-ce que ça fait avec ça? Ah ben c'est la réponse. À son étude, d'accord. Ouais, elle va vers Bruxelles et je suppose que. Oui, ça va. C'est un bon exemple. Elle part de Londres pour retourner en Belgique. Oui. Quelle est la capitale du Nigeria depuis 1976? Oui. Lagos. Ben non, depuis 1976. Justement, Lagos est l'exemple que je donnais tantôt. Ça se trouve sur l'Atlantique et le pays est très vaste. Donc on l'a déplacé vers un endroit un peu plus central. Lagos restant la capitale économique et restant la ville principale du pays. N'est plus la capitale depuis 50 ans. Donc vous avez eu le temps de vous y faire. Si tu le trouves sur ton téléphone, je te le confisque. Je ne dirai rien. Bon, procédons par élimination. Ce n'est pas Bruxelles. J'avoue de ne pas avoir souvent passé mes vacances au Nigeria. Allez, ça commence par A. Abomey. Elle donne la réponse. Abuja. À ne pas confondre avec Arusha qui se trouve en Tanzanie. Voilà. Qu'est-ce que la poste belge appelait service affluent au XIXe siècle? Les envois par paquet, les envois par bulk, allez. Non. Voilà, enfin, non. Par l'eau, par. Non. Non. C'est une expression propre à la poste, et le public s'en foutait royalement. C'est M. Thierry qui nous a appris ça. Enfin, à ceux qui le savent.
Et les envois qui venaient de l'étranger? S'il te plaît. Des envois qui venaient de l'étranger ou pas forcément? Non, 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 absolument pas. Il pouvait y en avoir venant de l'étranger, mais il y a peu de chance. Les envois postés dans une gare? Postés dans une gare? Non, Par bateau? non. Oui, affluent, ça fait penser à un cours d'eau. J'ai pas dit sous-marin. Par avion. Par cette ligne. On a mis à Charleroi, en avion. Il y a des collègues qui C'est un service de malle-poste qui apporte le courrier de une ou plusieurs perceptions à la gare la plus proche. C'était pas loin. Le mal poste. Oui, c'était en Belgique. C'était pas loin. Oui. Que devait faire un employé des postes belges rencontrant une enveloppe ou une carte lettre dont l'adresse était écrite au crayon avant la Première Guerre, et pourquoi devait-il faire ça? Réécrire dessus au stylo l'adresse. Il devait la taxer. Il devait la taxer. Non, c'est tout à fait permis. Vous avez tous déjà vu ça. Tu peux me le faire avec ton sang, c'est permis si c'est lisible. L'expéditeur. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Faire une croix au dos, la marquer au dos. Voilà. Oui, Parce ça que c'est l'adresse pouvait servir de carte d'identité. Voilà. exactement. Jusqu'à la guerre 14, il n'y avait pas de carte d'identité avec photo en Belgique. Vous aviez éventuellement un papier disant « Monsieur a tel habitant telle rue », mais comme il n'y a pas votre binette dessus, pour retirer à recommander ou un envoi de la poste restante ou toucher un chèque, le moyen était de fournir une enveloppe ou une carte qui vous est adressée par la poste et où il y a votre adresse. Donc, à ce moment-là, on acceptait. Et si c'était au crayon, on pouvait craindre qu'on avait gommé et mis autre chose. D'où la croix au verso, soit avec la roulette caisse d'épargne, soit, j'en avais un exemple, mais Daniel ne l'a pas reproduit, Croix de Saint-André. avec le cachet express. C'était un pli express, il y avait express au recto, et puis une croix du mot express au verso, ce qui revient, bien sûr, au même résultat. Oui? Alors, ce sont les Allemands qui ont introduit la carte d'identité pendant la guerre 14. Et, quoique ce soit eux qui l'aient imposé, on a gardé la coutume. Tandis que les Britanniques en ont instauré une en 14. Parce qu'on risquait de se faire tuer, parce qu'il y avait même des bombardements de Zeppelin, etc. Dès 19, ils l'ont supprimé. En 39, ils ont recommencé, et puis ils ont de nouveau supprimé, parce que la vie privée, le privacy. Oui, voilà un exemple. Ça valait aussi pour les cartes lettres, bien entendu. N'importe quel envoi de la poste, il fallait, y compris une vue. Soit il le mettait sur le texte, soit il le mettait côté vue. Oui. Ni la Russie, ni l'URSS n'ont accordé l'autonomie postale à quelques provinces, oblasts ou républiques que ce soit. Il y a toutefois eu une exception. Laquelle? Tout va? Exactement. Et pourquoi? Parce que c'est une région qui se trouve au nord de la Mongolie, quelque chose comme ça, en Sibérie, et qui a très peu de Russes, et que c'est peuplé principalement d'ethnie mongole. Oui, de nomades, mais ce n'est pas une raison suffisante pour eux obtenir... Parce que la République de Touva n'a jamais été intégrée dans l'URSS. Si.
Et elle est toujours sous la coupe de Poutine. C'était une région contestée entre la Chine et l'URSS. L'URSS a donné l'autonomie postale, et comme le courrier circulait, c'était bien la preuve que c'était à eux, et pas aux Chinois. Oui, voilà quelques exemples. De 26 à 34, le courrier international devait porter des timbres de tout vin, plus un affranchissement soviétique. Donc, les timbres de tout vin à cette époque-là servaient un peu comme les timbres d'Estenstvo, uniquement à l'intérieur du pays. De 34 à 44, le courrier circula avec les seuls timbres de tout vin. Quoique le pays ne fût pas membre de l'UPU, le courrier, souvent recommandé, parvint au destinataire. Et, comme notre bien-aimé secrétaire disait, ce sont des nomades. Donc il y a très peu de courriers, si ce n'est à destination des philatélistes du monde entier qui écrivaient pour avoir les timbres utilisés. Et puis, puisqu'elle avait prouvé que c'était bien à elle, elle l'a cessé. Et le petit père des peuples a récupéré la République dans son giron. Mais il faut reconnaître que les timbres, pour l'époque, étaient vraiment très bien faits, très attractifs, différentes formes, etc. Déjà les thématistes. Enfin, il y a eu d'autres pays abusant des thèmes dès la fin du XIXe siècle. Le Nord-Bornéo, toute la faune y a passé. À quelle date les enveloppes de cartes de visite non normalisées ont-elles été interdites en Belgique? Ou en tout cas taxées? Comme une lettre, il n'y a pas très longtemps. 1980? Dans les années 70. Mais encore. 76. Ne me dites pas tous les millésimes de derrière. 76. Presque. 75 plus. 77. Oui. 73. Suite à une décision du Congrès du pays de Tokyo de 69, avec mise en application le 1er juillet 71, autrement dit, il a quand même fallu le temps, sur les envois normalisés. On a d'abord toléré et on les taxait, et puis après, on en a mis au transport. Quelle est la capitale de la Gambie depuis 1974? Là, il y a 52 ans, vous avez eu le temps de vous y faire. Et si ça peut vous aider, l'initiale de l'ancien nom et du nouveau est la même. C'est un G. Je vais même bien vous dire que c'est un B. Avant, c'était Bathurst. Bangui. Non, pas tout à fait. Bangui. C'est les grands. Maudit. J'ai pourtant parlé de la Gambie dans une de mes conférences. Oui, mais tu n'as pas cité la capitale, si? Mais j'ai montré une carte quand même. C'est un pays qui est enchâssé dans le Sénégal, oui, le long du fleuve, Gambie. Ben oui. Donc, oui. C'était Lord Bathurst qui avait donné son nom à la capitale, et puis ils ont pris un nom plus local. Allez. Banjul, c'est un excellent vin, un apéro. Je dirais même. Avec
qu'un Non, ça se dépend. Il n'y a pas des vignobles là-bas. Non. C'est le vin de Paul. La première enveloppe entier-postale belge a été émise le 1er août 1873. Qu'est-ce qui a changé pour elle le 8 septembre de la même année? Je l'ai déjà posé il y a quelques années. Ils ont changé les rabats. Ils ont changé les rabats Non, de l'enveloppe. non, Parce que c'est soit la patte gauche, soit la patte droite, c'est la non, patte droite. non. C'est un entier postal, c'est pas une enveloppe. Ici, hein. Ah, enveloppe. Ah oui. Le bout était en pointe, il est devenu arrondi. Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Ça, c'est dans les aérogrammes, ça, plutôt. Non, c'est dans les enveloppes, les entiers enveloppes. Eh oh! Je fais remarquer que c'est la première enveloppe. Si on change le rabat ou si on change la pointe, ça n'est plus la première. C'est la deuxième ou la xème. Ah oui, d'accord. La première, il y a quelque chose qui a changé pour elle. C'est pas elle qu'on a changé. Il a été surchargé. La De filigrane. nouveau, elle serait changée. La filigrane. Non. De nouveau, s'il y avait un filigrane et pas avant, c'est plus la même. Oui? Non. Non, on pouvait la coller. Franchement, il y avait 10 centimes. Son usage. Non. On a pu la fermer. On a pu la... Non, on pouvait déjà. Ça, c'est une école. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas une caractéristique physique de l'enveloppe. Non. C'est pour ça que je vous demandais son usage, par exemple. Non. La couleur? Non, c'est une De nouveau, si c'était une autre couleur, ce ne serait plus le numéro. C'est la même enveloppe. L'enveloppe est la même. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, son prix. Son prix. Non. Au début, elle était vendue plus cher. Non. C'est déjà arrivé ailleurs en d'autres temps, mais il coûtait le même prix. L'usage était le même. Qu'est-ce qui a changé? Ce sont les facteurs qui devaient. Il fallait ajouter une mention particulière Rien sur du tout. l'enveloppe, On non? pouvait la poster à la boîte. On pouvait déjà avant. Ah oui, tout. C'est dans le catalogue des entiers, encore faut-il l'avoir. Oui, bon, là, mais. Le 8 du 9, il y a eu une grève. Le 8 du 9, il y a eu une grève. Sûrement, mais elle n'aura pas duré aussi longtemps. Nous, à l'époque, ils travaillaient. Elle a pu être envoyée vers les Pays-Bas. Hmm? Elle a pu être envoyée vers les Pays-Bas. Rien n'empêchait avant. C'est dans le travail des facteurs que ça a changé. Mais ça ne leur a pas fait un surcroît de travail. Ça a diminué leur travail. Ça a facilité leur travail. Même pas. Cela peut être un peu compliqué s'ils étaient bigles ou avec une mauvaise vue, mais sinon, non. Si c'est la même enveloppe, rien n'a changé. Dans le travail du facteur. On a pu oblitérer le timbre directement. Voilà. plutôt que de mettre le cachet. Avant, il était interdit d'oblitérer la vignette. Et à partir du 8 septembre, on a été obligé d'oblitérer la vignette. Il fallait respecter la bobine de Léopold II, et puis après on s'est dit, tout le monde le fait. De toute façon, le timbre numéro 30, c'était déjà la bobine de Léopold II. Et on la noircissait, donc pourquoi pas l'enveloppe. D'accord. C'est pas comme en Espagne ou en Naples et Sicile, où il a fallu faire des oblitérations spéciales pour préserver la bobine, soit de Isabelle, soit de, je ne sais plus comment il s'appelle, ça me reviendra, enfin, ou le roi des deux Siciles. Voilà, donc ici, c'est permis. Enfin, non, c'est pas permis, c'est obligé. Et lui, par souci, ou soit par habitude, soit pour être sûr qu'on puisse lire la date, il l'a encore mis une deuxième fois. Mais ce n'était pas une contrainte.
où, eh bien, où les premières lignes de la poste pneumatique de Paris ont-elles été installées? Pas où elles menaient, mais où elles étaient posées. Dans les stations de métro. Dans les égouts. Non, Dans les égouts. dans les égouts. Voilà, exactement. Oui, mais j'ai dit. Non, j'ai pas dit. Puisqu'il y avait déjà de la place, Bah oui. on a rajouté un tuyau en plus, Il y avait pas enfin de place. deux tuyaux. Enfin, mais oui. Oui. Quand ça débordait, je ne sais pas ce qui se passait. C'était étonnant. Enfin, il y avait quand même apparemment de quoi voir venir, même en cas de gros orages. Que signifie HB dans cette marque ferroviaire belge, qui n'est vraiment pas courante? Nous n'avons pas Eric avec nous pour nous répondre, grand spécialiste. Bon, Bruxelles HB. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais, il faut de l'imagination. Ah bon? Héliport. Héliport de Bruxelles. Héliport, non, à cette époque-là, Mais je me rappelle la 1899. 1899. Il y avait une gare. Comment ça s'appelait cette gare? À la place de l'Héliport, il y avait une gare. Ah oui. Bruxelles. C'est dans Ce ça. n'est pas un bureau de poste. Ferroviaire. Oui, Un bureau de la poste. caisse ferroviaire, mais ce n'est pas une gare. Ce n'est pas une gare. Ce n'est pas une gare, c'est en effet un bureau où on pouvait déposer les colis, mais pas acheter un ticket de chemin de fer. Comme à Liège, Liège-Meuse ou Liège-Sirène, il n'y a pas une gare boulevard de la Souvenir ou rue de la Sirène, on pouvait déposer des colis dans ces deux bureaux. Oui, hors Et bureau. une charrette passait régulièrement ramassée et les portait soit à Liège-Guillemin ou Gare de Paris. Bah, HB hors bureau. Oui, hors bureau de gare. Quoi. C'est un endroit précis ou c'est C'est un endroit plusieurs très endroits dans précis. Bruxelles? Un endroit qui doit faire combien? Ok, ça 400 mètres carrés à tout casser? 500 mètres carrés? 5 quarts. Non, c'est un bâtiment. C'est le Palais Royal. Non, c'est plus grand. Le Palais Royal est plus grand. C'est un bâtiment. C'est un bâtiment qui n'existe plus, qui est remplacé par un autre, mais bon, peu importe. Il porte toujours le même nom. H, ça doit être hôtel. Mais C'est B, hôtel. Mais B, j'avoue que. Métropole. Hôtel Hôtel Métropole. Métropole. Hôtel Métropole. Hôtel, mais lequel? Parce qu'il y a eu des bureaux spéciaux dans les hôtels. Hôtel. Berlin. Non. B. Oui. Berlaymont. Non, toujours pas Berlaymont. La verte, il vient. Léopold II a racheté le bâtiment. Ah. Ah, Ah ouais, il a fait le cinquantenaire à la place. Le cinquantenaire. sur 400 mètres carrés, c'est difficile. Ouais, c'est vrai. Là, c'est le bâtiment. Et je vous ai dit, ça porte toujours le même nom. Oui, il faut une justice. Le balai de justice. On sait pas trop le candidat. Bruckmann. Non, Hôtel. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme hôtel? Léopold II a racheté le bâtiment et l'a intégré à un bâtiment qui lui appartenait déjà. Bellevue. Exact. Exactement, l'hôtel de Bellevue, qui se trouve au coin de la rue des Pavés et de la place Royale. C'était un hôtel, on l'a rasé, c'est une extension du Palais Royal.
où il y a le musée de la dynastie, et l'entrée au souterrain du palais de Charles Quint, qui a brûlé au XVIIIe siècle, que je vous recommande de visiter, c'est très intéressant. C'est là qu'ils tirent à l'arbalète. S'il te plaît. Il y a un stade de tir à l'arbalète là en dessous. C'est possible. Le serment de Bruxelles. Je n'ai jamais tiré à l'arbalète de ma vie. Oui. Le romancier britannique Anthony Trollope était un des inspecteurs généraux de la poste du temps de Rowland Hill. Il fut envoyé en mission en Belgique dans quelle route? C'était, je suppose, pour la création, enfin, ça a un rapport avec, c'était en 1849 ou en 48? Ça a un rapport avec la création du premier timbre belge? Non. Pour apporter son expérience non. En Belgique? Non. Il venait plutôt voir ce que nous avions, enfin, ce que nos ancêtres avaient fait pour l'importer chez nous. Pour éventuellement Anthony Trollope, c'était un des 5 inspecteurs généraux. Il avait l'Irlande dans son territoire et il circulait soit en train, soit en malle-poste et il rédigeait ses romans pendant ses pérégrinations ou à l'étape. Et il est à peu près aussi prolifique que Dickens. Et à l'époque, aussi renommé. Mais ça n'a rien à voir. Oui? Pour voir comment on oblitérait les timbres en Belgique, non? Ça a un rapport avec le timbre en lui-même? Non. C'était pour écrire. Comment ça pourrait écrire? Il est romancier. Il va en Belgique pour faire il était en mission. Hein. Il a bien sûr fait un rapport quand il est rentré, qui a été suivi des faits. Donc ça n'a rien à voir avec la création du timbre? Non. Le timbre existait déjà depuis un moment. Ça a rapport à l'organisation de la poste belge en elle-même? En quelque sorte. Ça a rapport avec quelque chose oui. qui se faisait en Belgique et pas au Royaume-Uni? À un service qui non, pas un service. Enfin, ce serait toujours tiré par les cheveux. À une utilisation postale belge qui n'existait pas aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Quelque chose qui n'était pas chez eux et qui se faisait. Il faudrait voir comment ça marche et c'est intéressant pour nous. Voir comment ça fonctionne un bureau de perception. Non, non. Beaucoup plus restreint. L'emploi du tarif décimal? L'emploi du tarif décimal en Belgique par rapport à... Non. Là, il aura fallu les années 70 pour s'y habituer. L'envoi des recommandés? Non. Non, ce n'est pas un service de la poste. C'est plutôt du matériel. Une trieuse automatique? Le tri automatique? À cette époque-là, il ne faut pas rêver. Le tri pas nécessaire. Ça a un rapport avec les machines à oblitérer? Non. Les oblitérations en elles-mêmes, le type de... Non, les oblitérations mécaniques, c'est les Britanniques qui l'ont inventé. Ouais. Une encre qu'on ne savait pas effacer? Non. Des malles postales? Des malles postales? La malle postale? Non. C'est plus petit. Une borne postale. Les boîtes aux lettres. Et, comme il ne faut pas bousculer les sujets de Sa Majesté, la première a été installée à Jersey. Et comme les Jersiais s'y sont habitués, on se dit que le reste du royaume pourrait suivre. Sinon, ils avaient déjà des boîtes aux lettres, hein, mais ils n'avaient pas les colonnes comme je crois que ça n'existe plus. Mais... Il y en a encore une, en tout cas, devant l'hôtel en France ou au Havre.
Oui. Il y a toujours la borne belge devant Il y en a une à Tournai. l'hôtel Oui, mais à cette adresse, mais oui, il y en a du Fayel. L'hôtel du Fayel à cette Il y adresse. en a une à Tournai, une grande. Donc il est venu examiner les boîtes aux lettres publiques et on a adopté et installé d'abord à Jersey. Oui. L'oblitération en croix de Saint-André peut annuler les timbres ayant échappé au timbre à date au départ. Quelle était la destination première de cette marque? Oui, c'est quand le timbre était par exemple côté vue et pas côté adresse, alors on l'oblitérait côté vue. Le premier usage Oui. de la croix de Saint-André. Timbre non valable. Non. Attends, je vais bien réfléchir. Par après, les timbres qui étaient hors cours ont été frappés Non. aussi. Mais la première. À quoi servait ce bidule-là avant que ça. son premier usage? C'était pas un usage postal? C'était pas un usage postal? Ah, c'est tout à fait. Ok. Peut-être pas l'aspect le plus connu de la poste, mais tout à fait postal. Et uniquement postal. Les documents en question ne sont pas extrêmement courants et ils sont à peu près tous de 13-14. Parce qu'on les a repêchés dans une usine de papier. Sinon, ils étaient destinés à la disparition. Oui. Pour des raisons militaires Non. Non. C'était postal. C'était un formulaire interne à la poste? Non, les gens l'avaient généralement entre les mains. Ça n'a rien à voir avec la poste rurale? Pas uniquement. Pas uniquement, pas spécialement. Ça valait dans tout le pays. Je parie que quand tu vas le dire, on va dire ah oui. Je crois que tous les documents qu'on a sont avec l'émission de 12. Si on avait avec une grosse barbe, ce serait vraiment exceptionnel. Il faut y penser. Oui, je sais. Avec des chèques postaux? S'il te plaît. Des chèques postaux? C'est voisin. C'est de la poste financière? Oui. C'est de la poste financière, ok. La carte épargne? Non, non, là c'est la roulette. Ça n'a rien à voir avec le code de la loi. L'oblitération des récépissés? Des cartes récépissées? Non. Un protet. Les Non. protets. C'est un document de la poste. Un de la poste. Que le public peut avoir entre les mains. Ce n'est pas un truc qui circule de bureau à bureau du point de vue administratif. Plus d'avis? Non. Allez, un bon mouvement. C'était sur les bons postes sans valeur. Sur les bons postes, soit il y avait la valeur dans le cercle, soit on mettait en timbre. Si on mettait en timbre, on annulait le rectangle où on devait écrire le montant. Il n'y en a pas des centaines. Il n'y en a pas des centaines. Il y a dû y en avoir, Ah mais, oui. mais comme il n'y avait pas de timbre dessus,
Les pilleurs d'archives ne s'y intéressaient pas. Il faut obligatoirement présenter avec des tables. Oui. Comment s'appelaient les Swatini avant avril 2018? Le Swaziland. C'est un pays. Le Swaziland. Le Lesotho. Le Swaziland. Le Lesotho, c'est l'ancien Basutoland. Oui. Oui. C'est le royaume du Swaziland. Capitale Baban. Al-Baban. Comme on dit, tu as ouvert ton atlas à la page Afrique en fait. Asie. Ce n'était même pas aussi compliqué que ça. C'était en effet un petit atlas et il y avait en texte dessus les changements de capitale, etc. Alors, les Swatini a une caractéristique étonnante. Le camarade Xi Jinping a récemment supprimé tous les droits de douane pour tous les pays d'Afrique, sauf les Swatini. Pourquoi est-ce que ces malheureux n'y ont pas droit? Parce qu'ils ne le considèrent pas comme un pays. Si. Parce que le roi est polygame. Le roi est polygame. Je crois que Xi Jinping s'en fout. Parce qu'ils ont interdit aux Chinois d'y habiter. Ils ont interdit aux Chinois d'y habiter. Non. Ils ont fait pire. Ils ont reconnu le Tibet. Non. Taïwan. Ça peut Taïwan. Ils ont reconnu Taïwan et ils ont des relations avec Taïwan. Donc, un crime irréversible. En Belgique, les premiers timbres-poste d'une faciale inférieure à 10 centimes ne pouvaient être utilisés pour affranchir autre chose que des imprimés, des journaux, papiers d'affaires ou échantillons de marchandises. Une exception fut introduite le 28 décembre 1870. Laquelle? Donc, on ne pouvait pas mettre 2 timbres à 5 centimes sur une lettre. Les cartes postales n'existaient pas encore, donc le tarif carte postale non plus. On ne pouvait pas mettre 8 centimes et 2 fois 1. Il fallait atteindre de 10 centimes minimum pour une lettre timbre. Il ne servait que pour les postes représentés ici, avec une exception. Une lettre mortuaire. Non. Ben, si le bureau postal n'avait pas manqué de billettes, C'est juste le 28 du 12 ou ça a continué après? S'il te plaît. Ça a commencé le 28 du 12 et ça a continué après ou juste ce jour-là? La mesure a été introduite ce jour-là, et puis à Vitam. Non, pas à Vitam, enfin, un certain temps quand même. Pour des envois à l'étranger. Non? quand il fallait un tarif complémentaire, un tarif peu courant Oui, mais quoi? Est-ce qu'on pourrait avoir Oui, c'est exact. C'était pour un tarif complémentaire, mais lequel? Il n'y en a qu'un. On va le trouver. Assuré. Un envoi assuré. Non. C'est de la poste financière de nouveau ou pas? Non. Non, ok. Est-ce que la date a de l'importance? 28 décembre. C'est pas pour La la carte de vœux. où on l'a introduit. C'est un rapport avec ce La qu'on... carte de vœux, parce que le 28 décembre, c'est... Non, la carte de vœux, de toute façon, c'était 5 centimes, c'était pas 10. Donc, tu pouvais avoir un timbre de moins de 10. C'est un objet qui, normalement,
pouvait voyager avec un timbre de petites faciales, alors que les petites faciales n'étaient pas destinées à ça au départ. Les pigeons? Les pigeons? Non, les pigeons. Généralement, on n'affranchit pas les pigeons. Oui, ils sont affranchis. Il y en a qui sont décorés. Qu'est-ce qu'on va raconter? La toute première carte postale entier-postale ne pouvait voyager que dans la circonscription postale, sauf si on rajoutait 5 centimes. Donc, vous aviez une carte numéro 1, vous vouliez l'envoyer d'Ottigny ou de Wavre à Haute-Cyclou, il fallait rajouter un timbre. Donc ça n'a duré que l'existence de cette carte postale-là. C'est aussi dans le catalogue des Antilles. Oui, j'imagine. Oui, Oui, en plus, ça, je l'ai lu. Je l'ai lu. Il ne faut pas être timide, il faut le dire. Oui. Et tout le monde déjà. oui, déjà. Laisse tomber. Sous le régime des Pays-Bas, quelle ville flamande a reçu des timbres à date avec une orthographe surprenante? Non. D'autant que tu as toutes les réponses sous les yeux. Non, mais c'est tellement petit que je ne sais pas les lire. Et ce n'est pas un cachet, il y en a eu toute une série. Si vous regardez le catalogue Erland, il y en a un paquet. Chez les néerlandophones, le D et le T, c'est fréquent. Je m'adresserai aux spécialistes qui déclarent forfait. Au fond, pour le D et le T, pour les. Le prix ici est adressé à M. Jean-Nicolas David à Francomont par Verviers. Francomont, ça n'a jamais été une commune, ça doit être Vermont ou je ne sais quoi. Mais il était extrêmement connu et l'archive David se trouve dans toutes les collections. Mais c'est peut-être Franchimont que. Non, c'est ça. Francomont existe. Oui, Francomont, qui est un mot d'une des communes autour de Verviers. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas un service d'expédition dans Van Gent et Loos qui était établi à Amsterdam? Et donc ici, on pouvait éventuellement avec un D au lieu de T et de là, cette confusion. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça a duré tout le régime, donc de 1815 à 1830. On a encore gardé un an ou deux après l'indépendance, parce qu'on était économe. Jusqu'en 32. Je crois que c'est jusqu'en 32, donc 15 ou 16. C'est 15 ou 16. Ils ont utilisé la griffe française encore avec le département gratté. Parce qu'on trouve des pépés. Oui, parce que ça, c'est pas un timbre à date. Hein. C'est une griffe. Si tu pouvais nous passer la question suivante sans la réponse. C'est bon. Un tarif particulier a existé en Belgique du 1er juin 1953 au 15 janvier 1985, donc une bonne trentaine d'années. Il a été omis dans les tarifs des époux de Nemostier. De quoi s'agit-il? C'est un tarif international ou un tarif courrier domestique, courrier intérieur? Intérieur. Intérieur. Poste financière ou pas? Non. C'est pas les. Oui, mais parce que là, il y a moyen de s'amuser. Les forces belges en Allemagne. Non. Ils n'ont rien fait sur la poste financière. C'est Bruxelles qui a fait la poste financière. Ben moi, dans le catalogue de Nemostier, j'ai une partie poste financière à l'arrière. Ce n'est pas un truc tiré par les cheveux.
C'est pas la base en Antarctique. C'est pas la base en Antarctique. Non. Il y a dû y en avoir quand même des quantités. Maintenant, en retrouver, maintenant c'est peut-être compliqué parce que les gens n'y auront pas prêté attention. Ça dépend qui. Oui, t'entends sûrement. Courrier publicitaire? Publicitaire? Publicitaire ou non. Oui. Les animaux vivants? Non. Non. Le sécogramme. Non. Le courrier Ça existait depuis bien plus longtemps. Non. Et les sécogrammes, je n'en ai jamais vu en vrai. Et je ne sais pas si tu en as. Moi, j'en ai. C'est rarissime. Parce qu'un aveugle, en général, ne collectionne pas ses enveloppes. Ils ont la franchise. Je ne sais pas pourquoi. Oui, la France. Pourtant, il était un bon. Oui. Mais il y a peu de Ça n'a rien d'extravagant. Hein. N'allez pas chercher. C'est très simple. Ben, les envois en nombre, alors. Certains envois en nombre. Oui, si on veut, mais Le mail poste. non. Le faire part, le mariage. Les convocations électorales. Non. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait non plus ils n'ont pas fait non plus les dénonciers. Oui, mais Oui, il y a plein de particularités. Mais disons qu'ici, c'est quand même, me semble-t-il, plus étonnant qu'il ait oublié. Il y en a quand même beaucoup, mais qu'on ne voit pas apparaître à la première analyse. Ce courrier-là devait porter une mention spéciale. Courrier adressé au palais? Non, courrier adressé au palais, tu n'as pas de timbre. Si ça contenait. N'importe qui pouvait s'en prévaloir. Obligation de chlore. Non, ça c'est l'administration. Non, c'est n'importe qui pouvait s'en prévaloir, pour autant qu'il en ait besoin. Hein. C'est un tarif particulier. Tarif spécial pour les avocats? Pour les avocats? Les notaires? Non, je dis n'importe qui. Oui. Quand on envoyait des photos, je sais pas. Tu envoyais ce que tu voulais. Non, parce que- Ça pouvait être un express à recommander. Ils sont rares, mais ça existe. Oh, ben oui, pourquoi pas. Je n'en ai pas à l'appel. Les C'est livres, le hein, club de Begnondijk qui a découvert ça début des années 90. l'envoi de livres. Et c'est dans le bulletin de l'amicale que j'ai repêché ça. Je l'avais vu à l'époque et je l'avais complètement oublié. Comme la majorité des questions ici, c'est dans des vieilles documentations que j'ai été repêché ça. C'est en plein dans ma période. Moi, j'ai toutes les possibilités Que n'as-tu pas? de l'argent. Et de la place pour le stocker. Envoyer un sac postal complet. Oh, tu peux envoyer un sac postal. Un tarif spécial. Non. Oui, c'est un tarif spécial, mais. Non, ce sont des envois adressés. Donc, ce n'est pas dire à la poste, voilà, 100 000 lettres, et vous les envoyez à toutes les boîtes du Brabant. Oui, dis-le, toujours. Ça dépend. Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Qu'est-ce que Saint-Nicolas a à voir Ben, là-dedans? les lettres adressées à Saint-Nicolas. Bénéficier d'un tarif spécial. Ou au Père Noël. Disons que tout le monde n'écrit pas Saint-Nicolas. Alors, j'ai dit que tout le monde pouvait utiliser ce tarif-là. Ce tarif existe pour tout le monde. Entre deux individus. Et ce n'est pas lié à une date. C'est pendant toute la période, le tarif a évolué, bien sûr, en plus de 30 ans, mais c'était ouvert à tous. Mais tous n'en avaient pas besoin. La poste restante, non? Poste restante? Non, c'est un service qui n'existait pas avant et qui n'existe plus après. D'accord.
un service militaire, le courrier pour les soldats. Mais de nouveau, ça ne concerne pas tout le monde. Tout le monde pouvait utiliser ce tarif-là. Le courrier ouvert ou fermé? Non, ça ne change rien. Ça- Je ne sais d'ailleurs pas s'ils le savaient, les données de Monstier. Parce que. Tu leur as posé la question? Ils ont fait leur tarif sur base du moniteur. Et ce n'est pas paru. C'est paru la première fois en 1953. Et plus après. Eh ben, probablement qu'il y a eu au moniteur une suppression en 1985. Mais il n'y a pas de tarif publié. D'accord. Allez, montre-le-nous. Tarif pour imprimer urgent. L'expéditeur devait apposer lui-même la mention et affranchir au tarif correct. Si le complément n'était pas payé, le document n'était pas taxé, mais voyageait au rythme normal. Donc, les faire-part de décès, bien sûr, entraient là-dedans, bien sûr, pouvaient être recommandés ou en express, mais ça pouvait être n'importe quoi. Vous envoyez des convocations imprimées urgent, mais il fallait donc l'inscrire dessus et payer la différence. Il a même existé des petites étiquettes ovales, on va l'appeler ainsi, mais plus allongées, où il était mis urgent et qu'on collait en dessous d'imprimé. C'est très bien. Ici, je crois que c'est plus facile. Que signifiait BPC et VPK, figurant sur les oblitérations de la campagne militaire des Belgo-Congolais de l'Afrique orientale allemande à partir de 1916? Bureau et canto. Bureau de poste de campagne. Oui. Exactement. Belle poste canto. Bureau de poste de campagne, Red Post Canto. Comme je vous disais, c'était plus facile. Qui est ce personnage? Magnifique. Théodore Heuss, premier président, et il a eu 2 mandats successifs. Alors, pour rester dans les Théodore, le 1er juin 1878, Théodore Faber, employé des postes danoises à Copenhague, fit une suggestion de la revue L'Union postale. Elle sera adoptée et parfois modifiée dans de nombreux pays. De quoi s'agit-il? L'usage de couleurs de l'intérieur. Il était peut-être daltonien, je n'en sais rien. L'histoire ne le dit pas. Et qu'il soit danois n'a rien à voir dans l'histoire non plus. De mettre une croix bleue sur les recommandés. Ça, c'est antérieur et c'est britannique. Et ça n'a pas été adopté par l'UPU. Il n'y a que, ou pratiquement que les pays du Commonwealth. Oui? La réglementation pour le transport de courrier par paquebot? Non. Et là, vous en avez sûrement déjà vu. C'est pas le coupon réponse internationale? Non. C'est plus récent, les coupons. Et il y a beaucoup de pays qui l'ont adopté sous différentes formes. Ben, faire référence au franc or. Pardon? Faire référence au franc or pour le transport du courrier. Peu importe l'unité monétaire. Là, ça a été
Au Danemark, ça a été en heure et krone, et ailleurs, ça a été... C'est un usage domestique ou international? Usage domestique ou usage Domestique. international? Domestique. Est-ce que c'est de la poste financière? Si on veut. Ah, Donc ça t'intéresse? non. 1878. Bah, le timbre de taxe, Non. Le timbre. Il y avait quelque chose qui existait, et Théodore trouvait que c'était fort compliqué pour beaucoup de gens. Et son initiative a permis de simplifier l'accès à quelque chose. La date sur le cachet Mitterrand? Non, le cachet à date, c'est antérieur à 1878. L'emploi de demi-timbre, Non, un coupé. il n'y a pas de poste militaire, non. Les postes et les militaires ont pu s'en servir, mais ce n'était pas particulièrement destiné à eux. Des étiquettes pour les courriers recommandés. Non. Ça a à voir avec les antipostaux ou pas du tout? Dans quelques pays, oui, mais pas en Belgique. Donc, pas besoin de regarder. En Autriche et au Japon, oui. Et je ne crois pas que ça a été imposé par l'UPU, hein, qu'ils ont dit vous pouvez, mais que... Au Japon, ils ont pas mal de timbres style caisse d'épargne, des trucs comme ça. Oui, Ça y en a pas mal au Treasury Japon. Day. Ils ne sont pas dans les livres étayés, évidemment. Mais j'en ai plusieurs. Je réfléchis à de la poste financière et des timbres japonais. Bah alors, c'est Facebook ou... Non, non, ce sont des timbres spécifiques caisse d'épargne et au Japon, ils sont utilisés pour... Non, tu t'éloignes. En fait, au Danemark, pour verser sur un compte d'épargne, il fallait mettre au moins une couronne. Et Théodore Faber a trouvé que c'était fort difficile pour un gosse ou pour des pauvres d'épargner par couronne. D'où lui, il a dit des timbres spéciaux. La plupart des autres pays ont utilisé des timbres postes. Sur les bulletins d'épargne, on mettait soit des 1, soit des 5 centimes. Et quand on arrivait à 1 franc, on pouvait le faire mettre sur son carnet d'épargne. Sinon, s'il avait fallu chaque fois qu'on apportait 5 centimes l'inscrire dans le carnet, ça aurait été plus coûteux que l'épargne. Et il y avait ça en Autriche aussi, alors? L'Autriche et le Japon, peut-être d'autres encore, ont émis un bulletin où était déjà imprimé le premier timbre. Et puis alors on mettait des timbres postes en plus pour compléter jusqu'à une couronne en Autriche et un yen au Japon. Le courrier terrestre arrivant de l'Empire ottoman en Autriche-Hongrie était purifié en période d'épidémie au lazaret de Semlin. Où situez-vous ce lieu à quelques kilomètres près? C'est gentil. Semlin.
En Albanie, à quelques kilomètres près. Non, le courrier a déjà traversé l'Albanie et il se trouve à l'entrée de l'Empire autrichien. bah donc c'est au Monténégro. Et l'Autriche-Hongrie ne faisait pas purifier son courrier à 500 km de ses frontières. Hein. Poula. Non. Ah, Dubrovnik. Où situez-vous? C'est une île? C'est une île? Non. Il y a un cours d'eau, mais vous vous en foutez. Ah, je veux dire, c'est un bateau. C'est un bateau, non. Non, ce n'est pas ça. Je dis il y a un cours d'eau. Non, ce n'est pas un bateau dans un cours d'eau. Non. Il y a des îles sur les bateaux. Pour l'instant. À Trieste. À Trieste. Trieste leur appartenait. Donc je ne dirais pas que c'est à Semlin, je dirais c'est à Trieste. Et le troisième mot, courrier terrestre. Trieste est un port. Donc, si le courrier arrive en bateau, il sera purifié dans un des ports autrichiens ou hongrois. Oui? Lemberg. Non. Non, c'est venant de l'Empire ottoman. Hein, donc. En Roumanie, quelque part. Non, nettement plus près de l'Autriche. En Hongrie? Non, on s'éloigne là. Oui. Non. Bah alors c'est en Slovénie. En Slovénie? À quelques kilomètres près. À Ljubljana. Ljubljana. Non. On est pas loin de... Semlin est actuellement fusionné avec Bucarest. Qu'est-ce que je raconte? Avec la capitale de la Serbie. Serbie. Ils ne sont pas Non, c'est Non. Croatie. Belgrade. Non, Belgrade. C'est fusionné avec Belgrade. Donc, à quelques kilomètres près, il y a juste la rivière qui les sépare. Mais à l'époque, Semlin se trouvait en Autriche et Belgrade se trouvait en Serbie. Depuis lors, les frontières ont un peu changé. L'Autriche est un peu reculée. Et en 1934, Semlin, qui s'appelle maintenant Zemun, a fusionné avec Belgrade. C'est pourquoi je demandais à quelques kilomètres près. Il y avait juste la Drave à traverser. Alors que la Chine avait donné l'île de Hong Kong à perpétuité au Royaume-Uni le 19 août 1842 au traité de Nankin, pourquoi le Royaume-Uni a-t-il rétrocédé Hong Kong en 1997? Le contrat est en 99 ans, donc je suppose qu'il y avait un traité en 1898. Oui, en 1898. Il a été donné à perpétuité. Oui, mais en 1898, ils ont revu le contrat et ils en ont fait un bail amphithéotique ou quelque chose comme ça. Hong Kong restait en dehors. Il y a eu en effet un nouveau contrat en 98, 1898, mais ça ne concernait pas l'île de Hong Kong. Bah, c'est d'abord les Portugais qui ont rendu Macao. Les Portugais, ça n'a rien à voir. Hong Kong est sur une rive de la rivière des Perles, et Macao sur la rive en face. Est-ce que tu fais une distinction entre l'île de Hong Kong et le territoire de Hong Kong? C'est Kowloon. Euh... Ils ont fait une île artificielle. J'avais pesé mes termes, c'est pourquoi j'ai mis l'île de Hong Kong. Oui, je commence à te connaître. C'est parce qu'à part l'île, tout le reste du territoire de Hong Kong était en bail amphithéotique. C'est parce qu'à part l'île de Hong Kong, tout le reste du territoire de Hong Kong
était en bail emphytéotique. Oui, parce qu'il se trouvait sur la côte chinoise, sur le Oui, territoire. le reste se trouvait sur la côte. Mais, oui, qu'est-ce que ça change? Pourquoi est-ce qu'ils ont rendu l'île? Parce que c'est dans les rêves. Est-ce qu'ils l'ont fait en perpète? C'est un cadeau. Parce que ils n'auraient rien su en faire. Parce que l'île de Hong Kong, ils savent plus la détacher ils savent plus la détacher du continent. L'île fait partie intégrante du continent aujourd'hui. Et à l'époque pas. Et donc ils ont été obligés quelque part d'inclure l'île de Hong Kong dans le bail emphytéotique. Ils n'étaient pas obligés. Le traité de Nankin était toujours valable. Donc ils auraient pu dire on l'a au Canada. Et ils l'ont rendu. Pourquoi? Pas parce qu'ils avaient peur de Hu Jintao. Parce que l'aéroport, il n'est pas sur l'île. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'accès à l'île que... Nous, l'inverse. On y vient par la mer, on y vient par les airs. Oui, mais si l'aéroport, je ne sais pas où situe l'aéroport, je ne sais pas si c'est sur l'île ou sur le continent. Et il est super casse-gueule, parce que la piste est quasi dans le high-tech. Donc si tu rates la piste... Et c'est pas... Alors, c'est rapport avec ça. C'est pas parce que l'île n'était plus une île. La île N'était plus une île. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas parce que l'île n'était plus considérée comme étant une île. Non. C'est des ponts. le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté qui estimait qu'il fallait le rendre. Sans contrepartie. Sans contrepartie. Donc, cadeau. Cadeau. Les Anglais font jamais de cadeaux. Il y en a un petit peu plus, je vous le mets quand même. C'est vrai. En compensation pour quelque chose? Non. De bonnes relations, mais ce n'est pas le but avoué en tout cas. Pourquoi ils sont tellement attachés au rocher de Gibraltar? Pourquoi est-ce qu'ils auraient dit l'île de Hong Kong, on vient, on vous la donne? Parce que tu as vu au port de Gibraltar, c'est pas la même chose. Oui, d'accord. Franchement, Le voisin n'est pas le même non plus. L'île, c'est un caillou. En fait, ils estimaient que l'île était invivable sans les nouveaux territoires, le New Territories. Que la main-d'œuvre se trouvait de l'autre côté, le ravitaillement se trouvait de l'autre côté, donc ils se sont dit bon, on ne saura quand même rien en faire, on leur rend. Et Sir Chris Patten, derrière gouverneur, l'a rendu. Il n'a reçu les nouveaux territoires qu'avec un bail de 99 ans, Convention de Pékin du 9 juin 98. Il estimait que l'île n'était pas viable sans les nouveaux territoires. On tournait quand même autour. On tournait quand même autour. Oui. Autour du dit, comme les avions. Quelle mention figure sur les premiers timbres de taxes belges en dehors de apercevoir et centime? oui. Belgique. Centimes. 10 centimes, 20 centimes. Mais il y a aussi autre chose. Et ce n'est pas, tant pis pour vous. Taxe. C'est pas de taxe. C'est pas de taxe. Il y a une mention. Ouais, mais c'est pas de taxe. Apercevoir. Non, il est marqué en dehors de apercevoir centime. Bien Pierre. Oui, mais ici. C'est en dessous. C'est pas au-dessus, c'est en dessous. Et si c'est le facial, je l'ai déjà dit. Je veux bien admettre que les lettres ne sont pas très grandes. Affranchissement? Non. Franchissement, non. Insuffisant, bien sûr. Insuffisance. Complémentaire. Non. C'est les assurances. Il n'y a pas grand-chose dessus, en fait. Mais non. Juste ça. Mais personne ne le voit. Parce que je me suis même dit, j'ai jamais vu non plus. Pourtant, c'est vrai. C'est indiqué. Je vois les timbres. Oui, mais
Agrandi. En dessous, il y a un genre de guirlande et il y a quelque chose dans la guirlande. Guirlande. C'est plus qu'une guirlande. Ça commence par quelle lettre? S'il te plaît? Ça commence par quelle lettre? C'est un mot? Des. Mais c'est un seul mot? Non, c'est plusieurs mots. Poste belge. Ça commence par L. Poste belge. Non, L'union fait la force. Ah oui. L'union fait la force. exactement. Eh bien. Il n'y a pas besoin de mettre belge puisque c'est uniquement au service intérieur qu'on l'utilise. Ah oui. L'union fait la force. Oui, c'est. Vous en avez sûrement déjà vu. Oh oui, Oui, je dis. C'est un petit caractère. Il faut une bonne loupe. donc. Non, pas les conditions spécialisation. Que signifie l'acronyme BIOT? B-I-O-T. Il a bien dit. British Indian Ocean Territory. Oui. Et tu pourrais nous préciser de quoi il s'agit? Ce sont les îles qui se trouvent au sud de l'Inde, entre Madagascar et la Réunion. Au-dessus de l'île Maurice, là, qui sont revendiqués par l'île Maurice. Il y a que l'île Maurice dedans. À la fois. Diego Garcia. Voilà, c'est ça. C'est l'île où il y a la base de Diego Garcia. Notamment, oui. Et qui n'ont pas rétrocédé à cause de ça. Oui. Ils ont viré les habitants. Bon. Vous savez en gros où c'est. Les Britanniques ont racheté aux Seychelles une série d'îles, Aldabra, Harkar, des Roches et un tas d'autres petites crottes sur la carte, et à Maurice, les îles Chagos, dont la principale est Diego Garcia. Ils ont rendu à Seychelles, Aldabra, Harkar, des Roches et des crottes, qui sont devenues les îles éloignées Seychelles, ou les îles éloignées des Seychelles. Par contre, la base qui a été installée à Diego Garcia était britannique, États-Unis. Et un certain J.D. Trump s'oppose à ce qu'on le rende à Maurice. Pourquoi ils ne s'opposent pas? Oui. De quoi je me mêle, jamais. Heureusement qu'ils vont à la capitale. Alors, donc, cet atoll de l'archipel des Chagos, plus de 1000 îles, donc beaucoup de très petites, 60 km² rachetés à l'île Maurice. La plus grande, Diego Garcia, est une base militaire conjointe UK-USA. Elle comprenait aussi les îles Aldabra, Harkar et des Roches qui appartenaient aux Seychelles. Elles ont fait retour aux Seychelles en 1976, où elles constituent des îles extérieures des Seychelles, connues des philatélistes peu regardants comme îles éloignées Seychelles. Elles comptent moins d'habitants que la chaussée de Louvain à Bassoivre. Moins de 600 en 2019. Maurice réclame le retour des Chagos, mais Trump s'y oppose farouchement. Et les Iraniens ont cherché à atteindre la base. Ils ont franchi 3000 km déjà, coup de chapeau, mais ils n'ont pas tapé au bon endroit. Je crois que c'est la dernière. J'ai l'honneur de vous remercier de votre attention. En fait, je connaissais au mieux une dizaine de réponses, mais j'ai retrouvé une documentation des années 90